raconte. Christophe Andelatte. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'une mère dont le fils Sabri est parti en août 2013 rejoindre Daesh en Syrie. Elle publie un très beau livre dont j'ai tiré mon récit qui s'appelle « Maman, entends-tu le vent ?» qui paraît aux éditions L'Archipel. Bonjour Salia Ben Ali. Bonjour. C'est vous la maman. Alors je dois vous dire que je me suis trouvé en lisant votre livre devant un dilemme. Parce que votre livre ne raconte pas que le départ de Sabri et sa mort quelques mois plus tard en opération, comme on vous a dit, en Syrie. Il raconte toute l'histoire de votre famille, de vos parents qui ont immigré en Europe en 1965. Ensuite, votre histoire à vous, enfant de la deuxième génération. Vous êtes aujourd'hui assistante sociale en Belgique. Et enfin, celle de vos enfants, troisième génération, jusqu'au départ de Sabri. J'ai donc trouvé l'ensemble de l'histoire passionnant et j'ai choisi de tout raconter. C'était pas facile, 45 ans de votre saga familiale, c'est un défi en 30 minutes, mais je voulais être fidèle à votre histoire. La voici, la réalisation est de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. L'histoire de Salia et de son fils Sabri. Je pourrais la commencer au moment où il part, en 2013, pour un voyage sans retour au pays de Daesh. Mais croyez-moi, ça ne serait qu'une toute petite partie de cette histoire. Alors je vous embarque dans une saga familiale, très emblématique, presque un modèle. Une histoire de migrants, pour le meilleur et pour le pire. Alors par où commencer ? Eh bien au début, quand le père de Salia, qui est tunisien, choisit d'émigrer en Europe en 1965, pour une vie meilleure tout simplement. Pourquoi la Belgique ? Parce qu'il a un cousin qui est là-bas. La mère de Salia, elle est marocaine. La même année, 1965, elle vient à Bruxelles pour voir sa sœur. Pas pour émigrer. Et c'est sa sœur qui lui dit un jour, en lui montrant une photo, « Regarde, je t'ai trouvé un mari. »« Ah non, hors de question. Je suis pas venu pour me marier. J'ai l'intention de rentrer au Maroc. » L'intention peut-être, mais sa famille ne lui laisse pas le choix. À 21 ans, elle épouse un homme qu'elle n'a jamais vu, dans un pays qu'elle ne connaît pas. Et donc le couple s'installe dans un grand appartement, plutôt pas mal, dans le centre de Bruxelles. Le père, qui n'a aucun diplôme, se fait embaucher chez Ford et ensuite chez Citroën. Et l'un après l'autre naissent les enfants. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Salia est la deuxième. Et là, il faut que je vous raconte dans quel état d'esprit le père de Salia choisit d'élever ses enfants. La discrétion. 10 fois par jour, il répète la même chose. On n'est pas chez nous. Il faut pas qu'on fasse parler de nous. Il faut faire profil bas. Il ne veut pas déranger. Et donc, par exemple, il aimerait bien se mettre en djellaba, mais non, il s'habille à l'européenne et il exige de ses enfants une discipline de fer. On ne sort pas de la maison, on va à l'école, point. Et puis en 1980, l'usine Citroën où travaille le père ferme d'un coup. Délocalisation. Salia a 9 ans. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Le père n'est pas qualifié, il parle mal le français, pas du tout le néerlandais, il ne trouve rien. Et il passe ses journées enfermé à la maison. Et ça dure comme ça 2 ans. Et pendant ce temps-là, il voit bien que la deuxième génération devient moins discrète. Ses enfants, il les tient toujours. Mais les autres, il les voit qui commencent à squatter le hall de l'immeuble, à fumer, à boire. « Je ne veux pas que vous deveniez des voyous ou des drogués. » Et un jour, il débarque au volant d'une camionnette Citroën bleue. « Voilà, c'est avec cette camionnette qu'on va déménager, à Tunis. » Il a décidé de rentrer en Tunisie avec femme et enfants. Et Salia est catastrophée. Quitter l'école, les copains, la Belgique. Les semaines qui suivent sont une succession de crises de larmes. Je sais que ma mère s'oppose aussi à ce départ, mais elle ne laisse rien paraître. Je suis seul face à la toute-puissance de mon père, inflexible. Salia a 12 ans et elle voit s'éloigner par la vitre arrière de la camionnette bleue le pays où elle a grandi.
pour consoler Salia, qui, vous l'avez compris, n'a aucune envie d'aller en Tunisie, un pays qu'elle ne connaît que pour y avoir passé des vacances, son père lui offre un cadeau. Une machine à écrire, une Lilliput 2000. Salia a 12 ans, et elle perçoit ça comme un message. Ça n'est pas parce qu'elle quitte la Belgique que son rêve de réussite s'arrête. Avec cette machine, elle va devenir une femme d'affaires qui tape des rapports, ou une écrivaine qui écrit un roman. Et comme en plus son père lui a promis à Tunis de l'inscrire au collège français, ça l'aide à digérer. À l'arrivée en Tunisie, toute la famille est accueillie par une sœur du père, Sondes, qui vit seule avec 7 enfants. Vous imaginez la smala, 3 adultes et 15 enfants dans le même appartement. Normalement, ça ne va pas durer. Le père a acheté un terrain dans un bon quartier de Tunis. Il doit faire construire une maison. Et là a lieu une scène terrible. Le père ouvre la camionnette, il attrape la machine à écrire et il la donne à une de ses nièces avec un grand sourire. « Tiens, c'est pour toi !» Salia est tétanisée. A-t-il conscience de ce que représente cette machine à mes yeux ? Mes rêves de grande s'effondrent en un éclair. Vais-je seulement pouvoir aller à l'école ? Ou m'a-t-il menti, une fois de plus ? Au bord des larmes, elle lui dit « Papa, mais c'est ma machine. C'est pas grave, je t'en achèterai une autre. » En vérité, il ne lui en achètera pas une autre. Et il ne l'inscrira pas au collège français. Et surtout, ils n'iront jamais s'installer dans cette maison qu'il était censé faire construire. La tante Sondès a eu raison du projet. « Pourquoi vous resteriez pas ici, hein ? Avec l'argent de ta maison, on pourrait rénover mon appartement. On a assez ici, tous ensemble. » Et voilà comment ils vont se retrouver, toute la smala, dans 80 mètres carrés, entassés dans 2 chambres, avec une seule salle de bain. Un jour, Salia a 12 ans, et elle surprend une conversation entre son père et l'un de ses oncles. Le père dit « Je veux que Salia aille à l'école. Elle ira à l'école. » Et l'oncle répond « Mais enfin, chez nous, les filles vont pas à l'école. Elle s'occupe du foyer. Achète-lui une machine à coudre. » Les larmes me montent aux yeux. Je suis suspendu à la réponse de mon père. « Dis-lui que c'est pas possible, que c'est pas la vie que tu veux pour ta fille. Allez, dis-lui. Mais dis quelque chose, bon sang. » Mais le père ne dit rien. Salia va dans sa chambre, elle attrape une boîte de médicaments, elle avale tout d'un coup. Plutôt mourir que de tirer un trait sur mon avenir. La mort vaut 1000 fois le destin de femme au foyer sage et servile qu'on me réserve. J'ai la tête qui tourne. Je veux partir. Je veux partir très loin. Pour toujours. Quand Salia rentre de l'hôpital, son père lui annonce « Écoute Salia, on n'a pas les moyens de t'inscrire au collège privé français. Mais il y a un collège public au coin de la rue. C'est un bon établissement, crois-moi. Les cours sont en arabe, certes, mais le niveau est bon. » Mensonge. Le niveau est désastreux et la discipline proche de 0. Et pour Salia qui vient d'Europe, c'est dur. On la toise, on la jalouse. Il n'y a pas que pour Salia que c'est dur. Pour sa mère aussi, qui se retrouve à vivre chez sa belle-sœur, sans intimité, sans autonomie, dans un pays où, entre nous, on n'aime pas beaucoup les Marocaines. Un soir après l'école, Salia la trouve au lit. « Ma fille, rends-moi service, s'il te plaît. Attrape une écharpe. Oui, voilà. Maintenant, tu la mets autour de mon cou et tu serres fort, jusqu'à ce que je te dise stop. » Salia s'exécute sans trop comprendre et la mère dit « Plus fort, plus fort !» Et elle voit sa mère devenir écarlate. Alors elle arrête. Sa mère attrape l'écharpe et elle se met à la serrer autour de son cou. « Mais arrête, maman! Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et elle comprend quand elle voit qu'elle perd connaissance. Alors elle court chercher son père. Quand ils reviennent, la mère est en train de reprendre son souffle. « Je te préviens, soit tu me laisses partir avec les enfants en Belgique, soit tu me laisses en finir. » Et elle obtient gain de cause. La mère rentre en Belgique avec les 3 plus jeunes. Et quelques mois plus tard, c'est tout le monde qui rentre en Belgique. Retour à Bruxelles. Bruxelles. Je t'aime.
Mon cauchemar est bel et bien terminé. C'est ma vie qui reprend. Et toute la famille s'installe dans une petite maison pas très loin du quartier de Molenbeek. Le père ne trouve pas de travail, bien sûr. Et du coup, il se réfugie dans la religion. Il se met à prier et à lire le Coran tous les jours, pile au moment où le wahhabisme et le salafisme commencent à gagner du terrain dans le quartier. Résultat, la mère n'a plus le droit d'aller au marché. À la maison, le père exige que tout le monde prie au moins une fois par jour. Salia a un classeur où elle colle les photos de ses idoles. Il le jette. Et un jour, il exige qu'elle porte le voile. « Je pourrais mettre un bonnet ? Non ? Ça devrait suffire. » « Non, Salia, ça ne suffit pas. » Et donc Salia met le voile en sortant de la maison et elle l'enlève quand elle arrive au coin de la rue. Sauf qu'un jour, elle croise son père dans la rue. Alors elle se met à courir et elle manque de se faire renverser par une voiture. « Mais qu'est-ce qui t'a pris, Salia ?»« Je mets pas le voile dehors, papa. Je veux pas le porter, je suis désolé. Il suffisait de me le dire. C'est pas si important, va. Tu vas pas te faire écraser pour ça. » Ça, c'est tout mon père. Un homme de principe, certes, mais ça ne prendra jamais l'ascendant sur l'amour qu'il porte au sien. Salia est maintenant en terminale. Et ça marche bien à l'école. Les profs l'ont choisi pour représenter le lycée dans le concours d'orthographe. Et là, elle tombe amoureuse. Un beau gosse, Larbi. Vous voyez le genre, veste chevignon, jean Lewis, chaussures de ville, le genre idéal. Sauf que le père, quand il l'apprend, ou tu le quittes, ou tu l'épouses. Alors, elle l'épouse. Et elle intègre malgré tout une école d'assistante sociale. Et là-dessus, elle tombe enceinte. Naissance de son premier fils, Ismaël. Et puis 2 ans plus tard, deuxième fils, Sabri. C'est lui qui nous intéresse. Vers 5-6 mois, Sabri se met à faire une crise de larmes tous les soirs à 19h pile, comme une pendule. Les parents l'emmènent chez un psy. Vous savez, certains enfants ont des angoisses sourdes, vous savez. Il y a quelque chose qu'on pourrait faire ? Non, attendre que ça passe. Salia le nourrit au sein jusqu'à ses 2 ans. 2 ans, c'est beaucoup. Ils sont fusionnels, tous les deux. Sabri a 5 ans, ses parents l'inscrivent au club de foot du quartier, le Maccabi, un club juif. Mais la mère assume, c'est une manière d'enseigner à son fils la tolérance. Mais pour qu'il apprenne l'arabe, elle l'inscrit aussi à la mosquée. Un jour, elle l'emmène directement du foot à la mosquée, sans le changer, avec son maillot du Maccabi. Quand elle vient le chercher, le directeur veut la voir. « Madame, nous avons décidé d'exclure votre fils pendant 1 semaine. Enfin, comment pouvez-vous emmener vos enfants dans une mosquée avec un maillot qui arbore l'étoile de David ? C'est une insulte !» Salia ne veut pas céder. Alors après 1 semaine d'exclusion, elle ramène Sabri à la mosquée. Sauf que les autres le traitent de vendu, le traitent de pro-juif. Alors au bout de 15 jours, elle cède. Elle retire ses fils de la mosquée. Ce qui me révulse, c'est que des enfants si jeunes soient la proie des escrocs de l'islam. Vers ses 7 ans, Sabri se met à bégayer. Et ça s'aggrave année après année. Dans son collège, on se moque de lui, on l'humilie, il se défend, il se bagarre. « Maman, je peux pas rester là, tranquillement, à regarder ce qui se passe, sans rien faire. » À ce stade, rien ne laisse présumer de ce qui va se passer. Il veut intégrer une école hôtelière. Alors Salia lui achète tout le nécessaire, un tablier, un smoking, des ustensiles en tout genre. Les 2 premières années, ça se passe super bien. Et puis en 3e année, d'un coup, ça coince. À cause d'un prof, raciste, disons-le, qui prend un malin plaisir à l'envoyer au tableau pour le faire bégayer. Un jour, au cours d'un exercice pratique, l'école se transforme en vrai restaurant. Sabri doit accueillir des clients et leur dérouler le menu. Alors aujourd'hui, nous avons une salade fraîcheur, suivie d'un poulet rôti. La table éclate de rire. Et Sabri, lui, ne remettra jamais les pieds
à l'école hôtelière. Et Salia, sa mère, pense que c'est l'épisode qui a tout déclenché. Je me suis posé 1000 fois la question de savoir qu'est-ce qui a poussé un garçon plein de vie à prendre le chemin d'une mort certaine. S'il est un déclencheur qui rend possible l'histoire qui va suivre, c'est ce jour où Sabri a décidé d'abandonner ses études. En attendant, puisqu'il a arrêté, Sabri doit trouver du travail. Alors il s'inscrit dans une agence d'intérim, et un jour il annonce à sa mère. « Je commence demain matin à 7h, maman. Et devine ce que je vais faire ? Je sais pas, dis-moi. Éboueur. » Il en bave. Et au bout de 3 mois... « Maman, j'ai croisé des potes, ils se sont foutus de moi. Ils m'ont dit, ouais, c'est toi qui es resté à l'école le plus longtemps, c'est comme ça que t'es récompensé. Alors j'arrête, maman. Je veux plus ramasser la merde des couffards. » Couffard ? Je n'ai jamais entendu ce terme. Les musulmans ne l'utilisent pas. Ils désignent, je crois, les non-croyants. Je l'ignore encore. Mais le compte à rebours a commencé. Sabri a maintenant 18 ans. Et arrive le Ramadan 2013. Et il se met à prier et à se faire pousser une barbichette. Oh, sans grand succès, il a 3 poils. Le grand-père est enchanté, évidemment. Il lui achète des tenues de prière et des livres religieux. Un soir, Sabri rentre à la maison avec un de ses copains, Mohamed, qui débarque avec un accoutrement très religieux. Salia demande à son fils. « Sabri, pourquoi est-ce qu'il me regarde pas dans les yeux, ton copain ?»« Bah, c'est parce que tu portes pas le voile, t'as. » Et après, ça va vite, très vite. Le discours de Sabri se durcit de jour en jour, voire d'heure en heure. Le basket, c'est haram. La musique à la radio, c'est de la pornographie sonore. Sabri s'enferme des heures entières dans sa chambre, devant son ordinateur. Sa mère le secoue. « Mais qu'est-ce qui t'arrive à la fin ? En fait, tu perds la tête. Je respecte le Coran, c'est tout. Mais pourquoi veux-tu respecter le Coran à la lettre ? Faut vivre avec son temps, Sabri. Non, notre époque est corrompue. » Je reconnais plus mon fils. Réveille-toi, Sabri. Réveille-toi, bon sang. Et un jour, c'est son frère aîné, Ismaël, qui lâche le morceau. Il débarque à la maison en furie. Il a croisé un copain de Sabri. « Papa, maman, Sabri va partir en Syrie. » Ce jour-là est un peu particulier, puisque Salia et ses enfants partent en vacances au Maroc où ils ont un petit appartement. Dans la voiture, Sabri a son iPod sur les oreilles. Quand sa mère lui parle des révélations de son frère, il se met dans une colère noire. « Mais c'est pas vrai ! Ismaël est un menteur !» Important, on est en juillet 2013. À cette époque, le départ massif de jeunes Européens vers la Syrie est un phénomène absolument inconnu. On n'en parle pas, ni dans la presse, ni dans le débat politique. Pendant les vacances, Salia prend son fils à part. « Sabri, promets-moi que tu partiras pas en Syrie. Promets-le-moi, Sabri, s'il te plaît. Je te le promets. Je t'abandonnerai jamais, maman. » Mais pendant toutes les vacances au Maroc, il reste scotché à Facebook. Les vacances s'achèvent, il rentre à Bruxelles. Et sur Internet, Salia tombe sur une vidéo d'un certain Jean-Louis Denis, un Belge, un converti. Comment ils osent faire ça à leurs enfants, de leur mentir en disant qu'ils devaient être musulmans et démocrates, alors que Allah, il a dit, la seule législation appartient à Allah, la seule religion acceptée d'Allah, c'est l'islam, et vous voulez mélanger la démocratie. C'est eux qui devraient se remettre en question, et vraiment, je leur en veux, eux, leurs parents, de mentir à leurs enfants, comme si c'était du bétail et du commerce pour un travail. Ils sont prêts à mentir à leurs enfants sur l'islam authentique. Et dans les mots de cet islamiste, elle retrouve les mots de son fils. Alors un soir, elle lui en parle. « Sabri, tu connais un certain Jean-Louis Denis ? » ?»« Ouais. Et toi, d'où tu le connais ? » ?»« Je l'ai trouvé sur Internet. Il tient exactement le même discours que toi. » »« Mais son discours ou le mien, c'est pareil. C'est le discours des musulmans authentiques, maman. » Ce jour-là, Sabri réclame d'aller voir ses grands-parents. Une dernière fois, en vérité.
Pendant toute la visite, il ne dit rien. Il les regarde avec un sourire doux. Oui, doux. Et puis il se lève. C'est l'heure de la prière. À plus, man. Un salut bref, sans affect. Il ferme la porte et il s'en va. La nuit qui suit, vers 3 heures du matin, Salia se lève d'un coup. Elle va dans la chambre de Sabri. Le lit est vide. Et là, elle comprend. Elle appelle tout de suite son copain Yacine, ça sonne à l'étranger. Alors elle appelle d'autres copains. Allô? Vous l'avez pas croisé récemment, Sabri? Autour de la mosquée de Villevorde. La mosquée de Villevorde? Mais il y met jamais les pieds. C'est la mosquée de Schaerbeek où il va. La mosquée de Jean-Louis Denis. Alors Salia et son mari Larbi foncent au commissariat, il est peut-être encore temps de l'arrêter. Écoutez, votre fils est majeur, hein? S'il n'est pas réapparu dans les 48 heures, on ouvrirait une enquête. Mais je peux rien faire de plus. Salia passe toute sa journée à pleurer. Quatre jours plus tard, son dernier fils, Mehdi, vient la chercher. « Maman! Maman, viens, il y a quelqu'un qui veut nous parler sur Facebook. » Elle s'installe devant l'écran. Elle est connectée à un certain Abou Tourab. Et c'est Sabri, en vérité. « Où es-tu? Maman, s'il te plaît, ne sois pas fâchée. Je suis au Cham. Je suis parti pour aider le peuple syrien. Sinon, qui va le faire? Ma vue se brouille. Mes dernières forces m'abandonnent. Trou noir. Il y aura comme ça d'autres appels. « Maman, c'est moi, comment ça va? Comment crois-tu que nous allons, Sabri? Ici, tout le monde est effondré. Tu nous as bousillé la vie, alors soit tu rentres, soit t'appelles plus, d'accord? » Et puis les messages se font plus rares, un message par semaine au mieux, et assez vite un tous les 15 jours. Salia est au bout du rouleau. Elle finit par appeler son psychiatre. « Docteur? » « Oui, bonjour, c'est Salia Ben Ali. Docteur, il faut m'hospitaliser très très vite, hein. Je vais faire une connerie. » Elle va rester 3 semaines à l'hôpital psychiatrique. Salia, viens avec les enfants chez tes parents. Je viens d'avoir un appel de Syrie, viens vite. Elle a compris. Sabri est mort. Il est mort à la guerre. Aujourd'hui encore. J'ignore comment mon fils est mort. Je veux simplement croire qu'il n'est pas tombé les armes à la main. Mon intime conviction n'a jamais été ébranlée. Sabri n'a pas pu faire de mal à des innocents. C'est en pensant les sauver qu'il s'est perdu à jamais. Voilà donc pour cette longue histoire, pas facile à revivre pour vous, Salia Ben Ali, histoire que j'ai tirée de votre livre magnifique, témoignage extrêmement rare, un récit comme ça sur 3 générations, j'avais jamais lu ça. Maman, entends-tu le vent? C'est un livre qui paraît aux éditions L'Archipel. Alors, j'ai voulu évidemment terminer sur cette analyse que vous faites du départ de votre fils, parce que j'ai senti que c'était votre conviction profonde, peut-être que c'est aussi pour vous rassurer, mais vous voulez croire que Sabri n'a pas rejoint Daesh pour faire le mal. Tout d'abord, il est parti rejoindre la Syrie et les Syriens. Et par la suite, comme il le disait dans ses messages, il est là pour aider le peuple syrien contre Bachar el-Assad qui était juste en train de les exterminer. Et à cette époque-là, les Français étaient prêts à agir là-bas. Les Américains étaient prêts à agir là-bas, mais personne n'a rien fait. Contre le même ennemi, Bachar el-Assad. Contre le même ennemi qui était le président de ce pays. Et puis petit à petit, qu'est-ce qu'il est devenu là-bas? Je ne sais pas. Il ne voulait jamais nous répondre. Il avait du mal à nous contacter. Donc, ce que j'ai appris par la suite, c'est que les jeunes ont transité par pas mal de groupes de rebelles. Et finalement, Sabri est mort avant même l'existence de Daesh. Vous avez pas mal d'infos par des écoutes téléphoniques qui ont été réalisées de conversations entre votre fils et d'autres radicalisés comme lui. Hein.
Et effectivement, mon fils a fait l'objet d'un procès, celui des jeunes partis en Syrie, mais aussi celui des recruteurs et des prédicateurs en Belgique. Et il y avait des jeunes qui étaient revenus, qui avaient eu des contacts avec Sabri là-bas en Syrie, et qui, eux, étaient mis sur écoute par la police fédérale. Et c'est comme ça, lors du procès, qu'on a eu des preuves que Sabri téléphonait à ces jeunes-là pour faire part de sa déception, là-bas sur place. C'est Jean-Louis Denis qui est responsable du départ de Sabri ? Entre autres. Il a été condamné pour ça ? Il a été condamné tout d'abord comme dirigeant de Sharia for Belgium, et en appel, sa condamnation a été réduite à la moitié parce qu'il a été recondamné comme membre uniquement de cette organisation. Tout à fait, oui. Combien d'années ? 5 ans, comme 5 mon ans fils. Seulement. Et votre fils a été condamné ? À 5 ans également. Parce qu'évidemment, ils ne veulent pas croire qu'il est mort. Parce qu'ils ne veulent pas croire qu'il est mort, donc il a été condamné par contumace, et aussi pour faire un exemple par rapport aux autres jeunes qui, si leur prenaient l'idée de partir, ben voilà un message clair. Aujourd'hui, la Belgique reconnaît que Sabri est mort ? Pas du tout. Il est toujours vivant pour elle. Il est, comme on dit, présumé mort. C'est-à-dire qu'un mandat d'arrêt international existe toujours au point où mes enfants qui portent le nom de Refla, donc de leur père, ainsi que mon mari, se voient l'interdiction de certains pays comme les États-Unis par exemple. C'est-à-dire vous pouvez pas voyager aux États-Unis ? Non, eux ne peuvent pas. Moi je peux, mais tous ceux qui portent le nom de famille de Refla ne peuvent pas. Le titre de votre livre, Maman, entends-tu le vent ? C'est la dernière phrase que Sabri vous a dite au téléphone ? C'est le dernier coup de fil, quand il a voulu vraiment me faire comprendre que rien ne pouvait rivaliser avec l'univers magnifique, sans limite, de son créateur, qui est Dieu. Et il a voulu exprimer par là sa foi, son immense amour et dévotion pour sa foi, au point où il était prêt à mourir. Alors évidemment, j'ai trouvé passionnant votre récit de cette saga familiale sur 3 générations qui racontent quoi au fond ? La difficulté d'être migrant dans le temps et pour 3 générations. Ben, la difficulté de pouvoir porter et déposer ses valises à un moment donné quelque part et d'accepter la destinée qui s'offre à nous, voilà, tout simplement. Votre père, alors je me dis que les gens qui nous écoutent doivent trouver que c'est l'immigré idéal parce que évidemment il veut pas déranger. Donc c'est à peu près le rêve de chacun que l'immigré ne veuille pas déranger. Mais en même temps c'est un piège qu'il ouvre. Parce que ne pas déranger c'est ne pas s'intégrer et ne jamais devenir belge. Mais à l'époque l'intégration n'était pas demandée à nos parents. Nos parents étaient de passage. Les immigrés qui arrivaient en Europe le disaient clairement, on va travailler, on va retourner chez nous. Et quand on était à l'école petit, quand on ne comprenait pas une matière, par exemple, l'instituteur nous disait c'est pas grave, tu vas quand même retourner chez toi. Ça, c'était le genre de phrase qui était présente au quotidien. Et lui, dans sa tête, il pensait rentrer. Il pensait rentrer, mais pas si vite. Disons que la fermeture de l'usine Citroën l'a précipité dans ce choix-là. Le retour en Tunisie, avec la scène terrible de la machine à écrire, mais le retour en Tunisie, pour lui, c'est quoi ? C'est un échec ? Pour lui, c'est l'échec d'avoir perdu son travail et l'espoir de redevenir quelqu'un, un nouveau papa avec des responsabilités sociales et économiques dans son pays d'origine, ce que son pays n'a pas pu lui offrir là-bas. Il n'a jamais pu trouver du travail en Tunisie. Quel jugement, au final, vous portez sur votre père ? On comprend bien que vous l'aimez, que vous lui avez largement pardonné, mais on comprend aussi qu'il vous a quand même pourri une partie de votre enfance et de votre adolescence. Moi, je me suis toujours dit depuis petite que j'étais pas née dans la bonne famille. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce sentiment-là. Je ne veux pas être injuste envers mes parents, je les adore et ils ont fait leur maximum, mais il y a une contradiction tellement visible et une maturité malheureusement pour moi qui est arrivée très vite et qui m'a empêchée peut-être de vivre les événements de manière innocente. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, deuxième génération ? Vous avez été aspiré par la Belgique, au fond, qui était plus puissante, et c'est quand même à la fois intéressant et presque rassurant, puisque c'est là que vous deviez vivre, qui était plus puissante que l'histoire familiale, que la Tunisie, le Maroc et tout ça réuni ?
Bah, c'était mon pays, la Belgique, donc je m'y sentais bien, j'avais des perspectives que j'avais tout à fait réalisées depuis petite, donc je rêvais d'être soit hôtesse de l'air, soit institutrice, donc ça c'était mes deux premiers choix, on va dire. Après médecin, à un moment. Oui, mon père voulait que je devienne médecin, moi pas vraiment, donc mais quel parent immigré n'a pas rêvé que ses enfants fassent des études universitaires pour justement dépasser leur réussite à eux? Mais on vous sent très tiraillé, en vérité, entre votre père, qui est raide sur le plan idéologique, raide dans ses principes d'éducation, et cette Belgique qui vous offre un avenir, quoi. C'est presque physique, parce que ça, à un moment donné, ça se traduit par une tentative de suicide. Là-bas, en Tunisie, effectivement, quand je vois que tout ce rêve dont notre père nous avait parlé, ses espoirs de recommencer une nouvelle vie en Tunisie, s'effondre parce que il subit la pression de ses frères et de ses sœurs. Et là, je me dis, ben voilà, on est foutu. Donc, et face à cette grande déception je ne vois qu'une chose, c'est cette boîte de médicaments et la faim. Et pas que vous, votre mère aussi. Alors, ça serait intéressant que vous me parliez un peu de votre mère, parce que, bon, vous glissez un peu sur le personnage de votre mère, mais sans doute, est-ce que ça recouvre la réalité? C'est-à-dire qu'elle est effacée, elle subit, on fait ce qu'on lui dit, mais à un moment donné, quand même, elle fixe la limite, elle dit, moi, je resterai pas ici, je veux rentrer en Belgique, avec les gosses. Ben, ma mère, elle a été malheureusement très vite dépassée par les événements. Elle n'a malheureusement pas pu nous protéger tous. Elle a été confrontée à un choix, rester et souffrir, ou partir et sauver 3 enfants. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc là, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment eu du courage de laisser derrière elle 3 autres enfants. Et Ça dure pas longtemps, ça dure 3 mois, dans mon non, souvenir. ça dure quand même 9 mois en 9 tout. mois. Et là, Jusqu'à ce que lui dise, bon, bah, allez, on rentre en Belgique, quoi. mon père a retrouvé ma mère 2 mois après, en nous laissant finalement nous 3 avec notre tante en Tunisie. Et ma mère, je pense qu'elle a vraiment misé sur moi pour prendre le relais par rapport à mes frères et sœurs. Et c'est ce que j'ai fait. Au fond, quel fil est-ce que vous tirez, vous, entre votre père et Sabri? Votre père qui était raide sur le plan religieux, votre père qui lui-même avait été touché par la vague de wahhabisme qui a touché la Belgique à la fin des années 80, et Sabri qui se radicalise. Est-ce qu'il y a un fil à tirer là entre les deux? Sabri n'a pas connu son grand-père radicalisé, entre guillemets, parce que mon père a été radicalisé aussi. Il l'a été. Il a été par le mouvement. Au moment où mouvement. vous mettre le voile, il est radicalisé. Tout à fait. Je l'explique dans le livre. Cette pression qui est venue, à un moment donné, s'installer dans les mosquées à Molenbeek, c'était purement et simplement une radicalisation de la masse des pères qui étaient au chômage, qui glandaient entre guillemets à la maison, qui avaient face à eux une famille avec plein de filles à gérer. Et donc mon père, quand il allait le vendredi aux prêches de la mosquée, revenait, et le vendredi, nous les filles, on avait peur de notre père parce qu'il revenait remonter à bloc par rapport à sa femme et ses filles. Et mon fils n'a pas connu tout ça. Parce qu'après, votre père s'est calmé, en fait. Après, mon père s'est calmé dans les années 90, donc 90, parce qu'il a changé de pratique musulmane, entre guillemets. Mais mon fils, lui, j'ai vu en mon fils la même chose à un moment donné, et c'est là que j'ai eu peur. Mon mari, lui, n'a rien vu venir parce qu'il n'a pas connu toute cette crispation par rapport à la religion. Moi, je l'ai connu via mon père. Et quand mon fils a commencé à pratiquer l'islam comme mon père l'a fait à un moment donné, là, j'ai eu cette boule au ventre qui m'a dit stop, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Alors, j'imagine que l'assistante sociale que vous êtes est comme moi passionnée par ce qui arrive à Sabri tout petit. Je me suis demandé si vous aviez vu là, à rebours évidemment, le premier signe de quelque chose qui n'allait pas chez votre fils. Il est tout petit, il a quelques mois, et tous les soirs à 19h, il pleure. Et un psychiatre, qui est un type intéressant manifestement, vous dit ce bébé a des angoisses sourdes. Oui. C'est intéressant. Oui,
déjà la démarche d'aller voir un pédopsychiatre était unique, on va dire, parce qu'on l'a pas fait pour les autres enfants. On aurait peut-être dû, mais pour Sabri, c'était clair et net. Il fallait avoir un conseil. Il y avait un problème. Il y avait un problème parce qu'il n'avait pas ces angoisses-là avant. Et tip-top, tous les jours à 19h, on était face à une crise de larmes qu'on n'arrivait pas à gérer. Et finalement, on a laissé passer cette crise qui a duré quand même quelques mois. Mais Sabri était quand même assez particulier par rapport à ça. Et ensuite, il y a eu les bégaiements, qui sont aussi un signal de mal-être, peut-être. À partir de 7 ans, on pensait qu'il avait du mal à parler et à respirer en même temps, donc on a laissé traîner les choses. Et puis quand on a décidé d'aller voir un spécialiste du bégaiement, donc il avait 9 ans, la thérapie qui lui a été conseillée était de faire des stages de chansons, pour apprendre à chanter. Ouais, voilà. À cet âge-là, ils n'ont pas envie de faire des stages de chansons. Il a dépassé le bégaiement et il a décrété que tout allait bien, que pour lui, si les gens n'étaient pas prêts à l'écouter jusqu'au bout, c'était leur problème. Donc il avait décidé d'assumer ce côté-là. Et puis on s'est dit, bon, ça passera. Donc comme plein de choses. Et finalement, sauf que c'est pas passé. C'est pas passé. Et que quelque part, c'est un peu à l'origine de son départ de l'école hôtelière, où pourtant il était en 3e année, il était au bord d'être diplômé. Il bégaye, le prof s'en moque, ou en tout cas le stigmatise à travers ce bégaiement, et à un moment donné, il dit stop, et vous dites-vous, c'est ça, le vrai début de ce qui va se passer. Ça a été le déclencheur en tout cas. Le déclencheur, pourquoi ? Parce qu'il a arrêté l'école à ce moment-là, alors qu'il était en dernière année. Vous pourriez me poser la question, comment ça se fait que vous avez laissé votre enfant suivre cette filière d'études qui demande quand même aussi une certaine pratique, une certaine... En cuisine, pas sûr. Au service, c'est sûr. Au service, donc une proximité avec le client. Bien tout simplement parce que son père avait fait ces études-là, était devenu diplômé en hôtellerie et qui voulait être comme son père. Et donc, il a tenté de braver ces difficultés-là pour rendre son père fier de lui. Sabri avait besoin de cette reconnaissance de fierté. Sa radicalisation va extrêmement vite. Ça, j'ai été frappé par ça. Vous dites, il se radicalise de jour en jour, et même à un moment donné, vous écrivez, il se radicalise d'heure en heure. Oui, tout à fait. C'est ce qui a été... très frappant dans son parcours, c'est qu'entre le moment où il a commencé à s'intéresser, on va dire, à fond à la religion et le moment où il est parti, il y a eu 2 mois et demi seulement, dont 3 semaines passées au Maroc. En vacances. En vacances. C'est dingue. C'est dingue, oui. Et il y a tous les signes de la manipulation mentale, parce que la dernière fois que vous le voyez et qu'il vous voit, c'est ce moment où il part faire sa prière et il vous dit « Salut, ment ». Point. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'affect. Il a coupé les ponts. Mais avant cela, il avait quand même posé une question qui m'avait travaillé toute la nuit et qui a fait que je me suis réveillée au beau milieu de la nuit pour aller voir dans sa chambre. C'était cette question: maman, est-ce que tu m'autorises à aller à un mariage d'un frère musulman? Et j'étais surprise par cette question. Je lui dis, mais déjà, tu peux faire ce que tu veux, t'as 18 ans, je te fais confiance, pourquoi est-ce que tu me demandes cette autorisation? Il me dit, maman, s'il te plaît, est-ce que tu m'autorises? Et pour lui, c'était sa manière de demander l'autorisation d'aller faire le djihad. Parce que le lendemain, il partait. Donc, il a embrassé ses parents, mais moi, il n'a pas pu. Je vous remercie beaucoup, Salia Ben Ali, de nous avoir confié ce bout de votre histoire personnelle. J'ai bien conscience que de réentendre cette histoire à voix haute, racontée par moi, n'était pas facile. Mais je vous remercie vraiment de nous avoir livré cette saga familiale qui est sans doute très emblématique de ce que vivent et ont vécu beaucoup de migrants du Maghreb en France et en Belgique. J'ai pas beaucoup insisté sur l'aspect belge parce que je crois que ça pourrait très bien se passer en France, on est d'accord. Je vous remercie à vous d'avoir pu en faire quelque chose d'inouï. Merci infiniment. Le livre s'appelle « Maman, entends-tu le vent ?» Il est édité chez l'Archipel. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.